Le samedi 21 janvier 2017, Sophie Muil, 27 ans, se prépare. Maquillage, tenue de soirée, parfum. Elle a rendez-vous avec son petit ami Sophie. Il est minuit, il est déjà tard, mais lui, Walter, 30 ans, sort du travail, un restaurant où il est serveur. Il vient la rejoindre à son appartement de dame au nord de Bruges, en Belgique. Ils s'enlacent les deux tourtereaux, ils sont heureux de se retrouver. Ils débouchent une bouteille de vin, ils prennent 2-3 verres, ils appellent un taxi pour se rendre à Knock, une station balnéaire réputée de la mer du Nord. Arrivés sur place, ils entrent dans un bar, ils enchaînent 2-3 whisky et cherchent un petit dealer pour se faire une petite ligne de coke. Puis direction le Piano Bar, une boîte de nuit située devant la mer. La soirée se présente bien, se passe bien. Ils dansent, ils chantent, elle est belle, il est amoureux. 5 heures du mat, la fatigue, l'alcool, tout ça commence à se faire ressentir. Pour pallier à l'effet de somnolence, Sophie avertit Walter. « Je sors fumer une clope, ça va me réveiller, lui dit-elle. » Walter est complètement bourré. « Ok, vas-y, lui répond-il. » Devant l'entrée de la boîte, il y a quelques personnes, clope au bec. 4 degrés. La température est de 4 degrés. Tout le monde tremblote un peu. Et quand on a froid comme ça et qu'on fume une clope, on gesticule pour se réchauffer. Ou alors on marche. Eh bien, Sophie aussi a froid. Elle décide d'aller marcher, elle. Elle va sur la plage, à quelques mètres juste devant, le temps de fumer sa clope. 45 minutes. 45 minutes, c'est le temps que va mettre Walter à se demander où elle est. Bah oui, il est bourré le Walter, et sa vision du temps est un petit peu déformée. Il sort de la boîte, elle n'est pas devant. Elle est forcément sur la plage. Il s'y rend et essaye d'appeler sa petite amie. Rien, pas de réponse. Il lui envoie 2 SMS. Aucune réponse. Un petit sentiment d'inquiétude apparaît. Il retourne dans la boîte. Après tout, elle est peut-être revenue, et je l'ai loupée, pense-t-il. Il fait le tour de la boîte, personne. Il retourne vers le bar, et sur le comptoir est posé le sac de son ami. Étonnant. Il prend le sac, il l'ouvre, à l'intérieur du sac, le téléphone de cette dernière. Il est 6 heures du matin, la boîte va fermer. La prise de conscience gagne du terrain contre l'ivresse, et il décide de faire le tour à l'extérieur de la boîte. Il arpente les rues, il interroge quelques passants. Personne n'a rien vu. Inquiet, il finit par se rendre au commissariat. « Votre ami est peut-être rentré avec d'autres personnes, lui dit le policier. »« Oui, peut-être, dit-il. Si je n'ai pas de nouvelles dans la journée, je vous rappellerai. » Et malheureusement, des nouvelles, il va en avoir rapidement. Sophie est découverte en fin de matinée par des promeneurs sous une terrasse de la digue, le visage marbré de coups, les sous-vêtements arrachés. L'horreur commence pour la famille de Sophie et pour Walter, bien sûr, son petit ami. Rapidement, une enquête est ordonnée et une autopsie est effectuée. L'enquête va démontrer que l'agression s'est produite à une quarantaine de mètres de l'endroit où elle a été retrouvée. On l'a d'abord assommée, puis traînée et abandonnée sous la digue. Finalement, un peu cachée du regard de tout le monde. Là, son agresseur l'a violée, dans cet endroit rempli de déchets, de mégots et sentant la pisse à plein nez. L'autopsie démontrera qu'elle a été battue, violée à plusieurs reprises, à moitié étouffée et laissée pour morte. Mais le décès est dû à l'hypothermie. Elle est morte de froid. Les vidéosurveillances permettent d'identifier un individu, jeune a priori, brun, avec un blouson à capuche bleue. La police va tout faire pour essayer de retrouver le suspect. Il sera même surnommé l'homme en bleu. 6 mois. Ils mettront 6 mois à mettre un nom sur cette silhouette, Alexandru Kaliniuk. L'ADN présent sur le corps de la victime a parlé. Il est interpellé à Bucarest, capitale de la Roumanie, car Kaliniuk est roumain. Une demande d'extradition est effectuée et il se retrouve en Belgique le 14 juillet 2017. Il est incarcéré en attente de son procès. 4 ans d'attente pour la famille. Et je vous laisse imaginer combien peuvent être longs 4 années dans ces conditions. Enfin, le procès s'ouvre le 17 mai 2021.
Il entre dans le box des accusés, vêtu d'un t-shirt du même bleu que celui présent sur les vidéos. Il mesure environ 1m70 pour même pas 60 kg. Il a demandé à être assisté d'un interprète. À la question du président « Avez-vous tué Sophie ?» Sa réponse est claire. « Non. Je l'ai trouvée sur la plage. Elle avait dû être battue. Elle avait de nombreux bleus sur le visage. Elle n'avait plus de force dans les bras, alors je l'ai traînée sous la digue. » Le président enchaîne. « Et le viol, comment cela s'est-il passé ? » « J'étais curieux, monsieur le juge. J'ai baissé mon pantalon. À ce moment-là, elle avait toujours la tête dans le sable. Je me suis demandé si je devais la laisser comme ça. Puis j'ai décidé de la retourner. Et nous avons eu un premier rapport. Mais elle n'a pas dit non. Elle n'a rien dit. Elle bougeait. Puis j'ai recommencé une seconde fois. Après, comme le jour se levait, il commençait à faire beaucoup plus clair. Je l'ai filmé avec mon smartphone, monsieur le juge. Ensuite, je suis parti. Je l'ai laissée. Je ne l'ai pas tuée. Je ne pouvais pas savoir qu'elle allait mourir de froid. Maître Philippe de Russ, avocat de la partie civile, rugit. Je le cite. C'est comme si Dutroux disait « J'ai enfermé ces petites dans la cave, mais je ne les ai pas tuées. » Un silence s'installe alors dans la salle d'audience. Le président reprend la parole. « Pourquoi être venu à Knock vous installer ?»« Pour rejoindre mon frère, répond-il. Et dans l'espoir aussi de trouver du travail, monsieur le juge. » Et, reprend le juge, la relation avec votre frère se dégrade. Ce dernier vous reproche vos sorties régulières et tardives, de boire, de fumer. Globalement, votre façon de vivre, ça ne correspond pas à la sienne, plutôt rangée, n'est-ce pas? En fait, monsieur le juge, ce n'est pas autorisé par notre communauté religieuse. Mon frère n'était pas content de mes agissements, c'est vrai. À Knock, je devenais un mauvais garçon, répond l'accusé. Un peu surpris par cette réponse, le président lui dit « Pourriez-vous vous décrire ?»« Je suis serviable, surtout envers mes parents d'ailleurs. » Cela fait l'effet d'un coup de massue dans la salle. Le président reprend. « Considérez-vous avoir une sexualité normale ?»« Oui, répond Kaliniuk. J'ai du succès avec les femmes. Je suis jeune et beau. » Alors vous trouvez normal de photographier des femmes dans les vestiaires de la piscine ou encore de filmer des ébats amoureux à l'insu d'un couple, demande le juge. Non, répond Kaliniuk, la tête basse. Puis le président évoque un résumé du rapport de la prison. Personne ne veut partager la cellule de Kaliniuk. Il se prétend grand amateur de prostituées et se masturbe plusieurs fois par jour. Les autres détenus le qualifient d'obsédé sexuel. Le motif de la demande de changement de cellule d'un codétenu en dit long. Je suis beaucoup plus fort que lui, explique le codétenu, mais je ne dors plus. Alexandru se jette sur moi pendant la nuit. Sortez-moi de là, dit-il au gardien. Plusieurs plaintes, à l'intérieur même de la prison, ont été déposées pour agression sexuelle. Le président regarde Kaliniuk, Kaliniuk regarde par terre. Le président reprend. « Que faisiez-vous sur la plage ce soir-là »« Je fumais une cigarette, répond Kaliniuk. Le juge, agacé, de 1h à 6h du matin par un tel froid. Aucune réponse. L'accusé regarde le sol. Vous nous dites avoir trouvé Sophie inconsciente sur la plage. Et plutôt que de l'aider, vous la cachez pour la violer. Pourquoi? Par curiosité, répond Kaliniuk. La famille de Sophie a du mal à se contenir. La haine jaillit de leurs yeux. Puis, l'horrible commence. Personne ne s'attend à voir, à subir ce qui se prépare. Les écrans du tribunal s'allument. La cour diffuse la première vidéo trouvée dans le portable de l'accusé. Un summum de sadisme, l'œuvre d'un monstre, une vidéo de 3 minutes. Sur les images, la jeune femme est vivante. Poitrine à l'air, vêtements déchirés, elle bouge la tête dans un état semi-conscient. Le son laisse entendre son souffle. Elle a du mal à respirer et Kaliniuk parle. Il commente la séquence en direct en roumain. L'interprète présent fait un malaise. Le président fait suspendre la diffusion et lui fait apporter de l'eau. Dans le public, d'autres personnes font des malaises. Et la famille est là. Elle regarde. Elle a vu. L'horreur de l'imaginaire dans ces situations est sûrement bien meilleure que l'horreur qu'ils viennent de voir. La séance reprend au bout de quelques minutes.
On apprend que Kaliniuk revient 2 heures plus tard aux côtés de Sophie et il la reprend en photo. On la voit cette photo, on voit Sophie nettement plus pâle que sur la vidéo. À ce moment-là, elle est sûrement déjà décédée, supposent les experts. Et l'accusé commente « Je l'ai traîné ici, je ne pouvais rien faire d'autre ». Un hurlement se fait entendre dans la salle. C'est le frère, il craque, il quitte la salle, il s'enfuit en hurlant. Le juge appelle le père à la barre. L'homme a la voix brisée. Il raconte l'enfance de sa fille, Sophie, qui a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Il raconte qu'il avait déjà perdu un fils, noyé. « Ma vie n'est qu'un cimetière », ajoutera-t-il. Puis on fait venir le frère, qui essaye tant bien que mal d'expliquer sa douleur. C'est au tour du petit ami, Walter. Lui, il explique qu'il se sent coupable, il se sent responsable. « Tout est de ma faute », dit-il. « Je n'aurais jamais dû la laisser sortir seule. Depuis, je n'ai plus jamais bu une goutte d'alcool. » Dans son box, Kaliniuk ne dit rien. Il se recoiffe avec ses doigts. Après tout, il y a des photographes. L'avocate générale, Céline Davé, est très claire dans son réquisitoire. Ce prédateur sexuel a violé, torturé et laissé Sophie mourir de froid. Elle demande la condamnation maximale, la condamnation à perpétuité. L'avocat de la défense, maître Luc Arnoux, aura bien du mal à argumenter une quelconque défense. Il plaide 2 circonstances atténuantes. Le jeune âge de son client et son casier vierge. J'ai personnellement du mal à trouver une circonstance atténuante dans son âge ou dans son casier vierge. Puis on lit le rapport d'expertise de Kaliniuk. Les experts soulignent dans leur rapport le risque de rechute. Ce dernier est qualifié de modérément accru. Et il conclut par ceci. Aucun traitement, accompagnement ou soin ne peut être recommandé en vue de la réintégration de la personne concernée dans la société. Alexandru Kaliniuk a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Daniel, le père de Sophie, a simplement dit « Moi je suis condamné à perpétuité ». Par cette vidéo, j'ai essayé de rendre un hommage à la victime. Cette jeune fille qui s'était embellie pour son prince charmant, qui marchait sur le bord de la plage, un endroit magnifique où malheureusement l'attendait un prédateur de la pire espèce. Merci d'avoir regardé cette vidéo.